Prélude de la séance d'ouverture du Festival de Montreuil, 10e édition. Merci d'accueillir Sergueï Loznitsa. Et à ses côtés, pour la traduction, Joël Chaperon. Alors, petite modification, on est trop loin parce que là on voit mieux, là, on va se rapprocher des spectateurs. Sergueï ne peut pas rester après le film, donc on va faire une présentation plus longue. Et à la toute fin de la présentation de Sergueï, on passera la parole quelques minutes à Antoine Spire, le président du Pen Club français, qui nous expliquera pourquoi le Pen Club a été associé à cette séance. Et puis à la toute fin, on retrouvera Antoine et Jean-Philippe Domecq du Pen Club français pour commenter brièvement le film et le rôle du Pen Club. Voilà, vous comprendrez tout après. Voilà. Mais d'abord, parole à Sergueï Loznitsa, qu'on est très heureux d'accueillir. Je précise qu'on fera de nouveau quelque chose avec Sergueï Loznitsa, mais pas dans ces lieux. Il sera aussi invité des rencontres du cinéma documentaire en novembre, mais cette fois ce sera sur Paris, en collaboration avec nous évidemment, puisque les films seront aussi montrés ici, les films de la sélection de Corinne Bopp. Et que sur la question du montage d'archives, puisque c'est ça le sujet de l'édition, c'était un invité absolument majeur, et vous allez vraiment vous en rendre compte ce soir. C'est vraiment un des grands maîtres du montage d'archives dans le monde, sur comment raconter l'histoire avec des images déjà tournées. Il était 2 fois, c'est le titre de l'édition cette année. Sergueï, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu, vous, quelle est votre connexion avec cette histoire de Babillard d'une part, et avec ces images précises d'archives? Comment vous avez mis la main dessus, puisqu'en l'occurrence elles sont très rares. Quel a été votre moyen de découvrir le matériau même de ce film de montage? Bonjour. Merci за то, что вы меня пригласили. Очень приятно представить картину. Merci pour cette invitation, ça me fait très plaisir évidemment de vous présenter ce film. Бабий-Яр — это овраг в Киеве, в моем родном городе. И я вырос не так далеко от этого оврага. К счастью, Babillard est un ravin de Kiev, donc Kiev c'est ma ville natale et je dois vous dire que j'ai grandi vraiment pas loin de ce ravin, donc j'ai un lien particulier qui est géographique avec cette partie de la ville, mais c'est aussi un lien qui est lié, c'est un lien qui me relie à mon enfance en fait, parce que c'est un terrain, un territoire sur lequel je passais régulièrement, parce que je devais me rendre dans un lieu et donc je passais à cet endroit-là. Et à chaque fois que je passais par ce ravin, il y avait des choses bizarres qui éveillaient ma curiosité et qui sortaient en fait de la terre, et je me suis vraiment posé des questions sur ce qui était arrivé à cet endroit-là. Ensuite, j'ai lu le livre capital de Anatoly Kuznetsov qui s'appelle Babillard, qui me paraît proprement stupéfié. Et à l'époque de tout cela, évidemment, j'étais mathématicien, je n'imaginais pas qu'un jour je deviendrais metteur en scène. L'Holocauste en Union soviétique est quelque chose qui a été complètement passé sous silence, parce que bien évidemment la propagande ne soutenait pas toute mention de cet Holocauste, et dès qu'on parlait de l'anéantissement, de l'extermination des Juifs, c'est quelque chose qui était considéré comme du sionisme, et donc il ne fallait surtout pas en parler. J'ai véritablement abordé la vérité sur Babillard qu'une fois l'Union soviétique terminée et qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, et c'est à ce moment-là qu'ont vu le jour les tout premiers films sur cet événement. Un certain nombre de recherches ont commencé à être faites et il a quand même fallu attendre 25 ans. 25 ans c'est très long, il a fallu attendre jusqu'en 2015 pour que le mémorial de Babillard voie le jour, et c'est ce mémorial-là qui m'a commandé ce film. Et les images en question, effectivement, je les ai cherchées dans les archives. Alors pas que les archives de Krasnogorsk. Krasnogorsk sont les archives russes à côté de Moscou qui renferment toutes les archives photocinématographiques. Je les ai trouvées également dans les archives ukrainiennes, dans les Bundesarchives allemandes, dans les archives également régionales de l'Allemagne, ainsi que des archives privées. Ça a pris un an et demi de recherche et de montage de ces images, parce que au fur et à mesure que je trouvais les images, je montais les séquences sans savoir à l'époque dans quel ordre j'allais mettre les séquences. Je ne savais pas quelle construction j'allais aborder. Ça m'a pris un certain temps pour justement revenir là-dessus, monter séquence après séquence et construire et structurer la dramaturgie du film.
La quasi-totalité des images d'actualité, bien évidemment, étaient sans son. Celles que j'ai trouvées avec du son, c'est tout ce qui se passe au tribunal, ce sont les témoignages des victimes, mais également les témoignages des bourreaux. Pour le reste, il n'y avait quasiment pas de son. Néanmoins, c'est pas la première fois que je m'attelle à la fabrication du son. Je crée des sons en studio, et si je le fais, c'est pour tenter de faire plonger au maximum le spectateur dans l'ambiance de l'époque, pour qu'il ait l'impression d'être véritablement là-bas. C'est comme une espèce de machine à remonter le temps qui lui permet de se retrouver dans cette ambiance-là et de vivre et de voir ce que l'on voit à l'écran. Ce rapport au son, il nous introduit à une autre dimension du film, c'est que, en réalité, ce documentaire s'inscrit dans un projet de fiction qui date d'il y a plus de 10 ans et que vous avez failli réaliser, mais que le contexte de la guerre en Ukraine vous empêche a priori de mener à bien pour le moment. Voilà. Comment s'est articulé ce désir de film de montage alors que vous travaillez depuis si longtemps sur ce projet de réalisation d'une fiction sur le sujet de la bière? On verra une fois que j'aurai tourné mon film de fiction comment ces deux films se correspondent, mais effectivement j'ai bien dans l'idée de faire un diptyque. Et ce que je montrerai dans le film de fiction, c'est très exactement tout ce qui n'était pas possible de montrer ici, parce qu'il n'y a eu aucun accès à aucune caméra de cet événement-là, à l'époque. Si ce film que vous voyez là, Babia, contexte, décrit les circonstances et un certain nombre de moments historiques qui ont conduit à cette tragédie, le film de fiction me permettra de montrer les mécanismes historiques qui ont conduit à cette tragédie, et notamment quelle a été la prise de décision et les motivations des différents groupes de population. Я остановлюсь здесь, я могу говорить и дальше, но дело в том, что я тогда уже упряжу и как-то начну рассказывать и эту картину. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon je peux continuer comme ça longtemps et je vais finir par vous raconter ce qu'il y a dans ce film. Non, alors je pose quand même une question sur le film, même si du coup c'est un peu étrange de la poser avant plutôt qu'après. Ce qui est assez troublant dans le film est extraordinairement fort. C'est pas tout à fait pour rien que Le Monde aujourd'hui lui attribue 4 étoiles, ce qui est rarissime, qui est qualification chef-d'œuvre. Il est d'une puissance assez phénoménale. Et parmi les choses très remuantes dans le film, il y a le traitement de la foule, des foules, et notamment des effets d'écho interne entre la façon dont sont accueillis les nazis et la façon dont sont accueillis les soviétiques au moment de la reconquête, en particulier de Kiev. Voilà. Comment vous avez travaillé sur ces effets d'écho interne et qu'est-ce que ça vous paraît, cet écho-là, sur l'accueil par la foule de l'occupant, raconté comme leçon possible pour la situation aujourd'hui en Ukraine? Question compliquée. J'ai le droit qu'à une, alors j'ai condensé. De votre question, c'est que de toute façon, des deux côtés, ce sont des occupants avec des victimes des occupants des deux côtés. Et c'est la vérité, même si vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je pense que la plupart des gens ne sont pas intéressés par la politique, les gens sont loin de tout ça. Dans leur majorité. Les politiques, en fait, ne doivent pas empêcher les gens d'être ce qu'ils souhaitent être et de montrer ce qu'ils souhaitent montrer. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, et surtout, c'est souvent trop tard et on ne peut plus l'éviter. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre en Europe. Pour revenir à cette histoire, durant la Deuxième Guerre mondiale, les foules qui accueillaient les Allemands et les foules qui accueillaient les Soviétiques n'étaient pas les mêmes foules. Les raisons, bien évidemment, étaient complètement différentes les unes des autres. Par exemple, l'accueil, on va dire, chaleureux qui avait été réservé à Lvov par la population, il a été chaleureux aussi parce qu'il ne faut pas oublier que Lvov, avant, faisait partie de la Galicie. La Galicie avait fait partie de l'Empire austro-hongrois et qu'il y a eu justement la langue allemande qui était déjà très présente et que cette partie de la Galicie s'est particulièrement développée à la fin du 19e siècle. C'est là qu'ont été construits les théâtres, le Parlement. Et quand en 1939 Staline est arrivé dans cette région et qu'il l'a découpée avec la Pologne, il a laissé derrière lui des traces particulièrement sanglantes parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été assassinés et d'autres qui ont été déportés en Sibérie. Fait qu'après, les locaux, si je puis dire, pouvaient accueillir n'importe quelle armée comme des armées de libérateurs parce qu'ils se disaient que de toute façon ça ne serait jamais pire.
Ну и обратно, когда шла Et армия, inversement, bien évidemment, parce que les Allemands, eux aussi, ont laissé des traces particulièrement sanglantes derrière eux, donc l'accueil à l'inverse a été aussi particulier. Il faut se souvenir, par exemple, qu'à Lvov, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, 60% de la population était composée de Polonais, 25% de Juifs et 15% d'Ukrainiens. невозможно. И для того, чтобы понять, после... Vous voyez combien cette histoire est compliquée. Bien évidemment, il est impossible de la résumer en un seul film. L'important, c'est que j'ai essayé de plonger le spectateur dans une certaine époque, mais qu'à l'issue de ce film, l'important aussi, c'est de voir qu'on peut se tourner pour avoir plus d'informations vers les livres qui ont été écrits sur le sujet. Moi, mon but, il était différent. C'est qu'effectivement, je voulais plonger dans cette époque-là pour que les gens commencent à comprendre ce qui se passait à l'époque, parce qu'on s'aperçoit bien même que dans la vie courante, il y a des choses qui sont autour de nous et qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas toujours ce qui se passe. Это одна из причин трагедии, когда человек... Et en fait, c'était effectivement une tragédie, parce que ce qui nous arrive aussi souvent, c'est quand on ne comprend pas quelles forces opèrent autour de nous, et qu'il est inéluctable qu'on commette des erreurs. C'est la situation très exacte dans laquelle ils se trouvaient au tout début de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne comprenaient pas dans quelle situation ils se trouvaient, ils ont commis un certain nombre d'erreurs. Et bien évidemment pour moi, loin de moi l'idée de justifier ou d'accuser qui que ce soit, c'était simplement parce que les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Маленький факт. В первые 6 Et месяцев... juste un fait, sachez que pendant les 6 premiers mois de l'invasion allemande, il y a 3,5 millions de soldats qui se sont retrouvés dans les prisons allemandes. Certains parce qu'ils ont été arrêtés, d'autres parce qu'ils se sont rendus, et notamment ceux qui pensaient, ceux qui se sont rendus, que la guerre pour eux était finie. In fine, il y a eu 5 millions de prisonniers soviétiques dans les geôles allemandes. Sur ces 5 millions, 700 000 seulement ont survécu. C'est pour vous donner une idée de la situation de l'époque. Я продолжаю мысль. Те, кто сдавались, были такие, сдавались в плен, я понимаю их прекрасно, почему они... Ceux qui se rendaient d'eux-mêmes, je peux les comprendre in fine parce qu'ils détestaient ce que Staline avait fait, et simplement au moment où ils se rendaient, ils n'imaginaient pas quel funeste sort leur serait réservé. Когда они узнали, было поздно. Король Лир. Quand ils l'ont su, c'était trop tard. Le roi Lear. Merci beaucoup, Sergueï Loznitsa. Merci, Joël Chaperon. Alors, transition, Sergueï Loznitsa, non seulement c'est un des plus grands cinéastes contemporains, aussi bien dans le champ de la fiction que le documentaire, mais il a eu une position extrêmement courageuse dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui est celle de défendre la liberté d'expression des artistes russes. Et donc il s'est prononcé très clairement contre la censure, notamment des cinéastes russes dans les festivals internationaux. La question s'est posée dès Cannes, avec entre autres la présence du film de Serebrennikov. Voilà, et nous on était absolument sur cette même ligne de la nécessité de continuer à entendre, y compris des voix dissidentes venues de Russie. Voilà, et du coup ça nous a semblé opportun d'associer à cette séance le Pen Club français dont j'accueille le président Antoine Spire. Bien, le Pen Club lutte pour la liberté d'expression, évidemment, la défense des auteurs, du cinéaste que vous avez en face de vous, dont la vie n'est pas facile, mais aussi de tous les écrivains qui ont parlé de Babillard et qui ont mis du temps pour en parler, mais qui, chaque fois qu'ils en ont parlé, ont eu quelques difficultés avec les pouvoirs, quels qu'ils soient. Je voudrais seulement rappeler quelques faits avant de commencer pour un petit tour d'horizon. Babillard, pour moi, c'est le plus grand massacre en Ukraine de juifs par balle. Entre le 19 septembre 1941 et le 20 septembre 1941, il y a eu tout simplement 33 171 juifs qui ont été tués. 33 171 juifs qui ont été tués. Ils ont été tués par balle, et comme le montrent très bien les 2 livres de Patrick Desbois, d'une part Porteur de mémoire, publié chez Michel Lafon, et d'autre part Les larmes du passeur, publié au Rocher, dans ces 2 livres, il explique Desbois de façon très claire, et il a enquêté pendant des mois et des mois, des années, il a constitué un collectif pour enquêter sur ces assassinats par balle. C'est une Shoah par balle, très spécifique de ce qui s'est passé à l'Ukraine. En fait, il s'est passé la chose suivante, c'est quand les nazis sont arrivés, en 1941, les soviétiques se sont défendus, et comme ils étaient assez astucieux, ils savaient très bien que les nazis occupaient toujours les bâtiments institutionnels.
En conséquence, ils ont occupé immédiatement les bâtiments institutionnels et toute la hiérarchie nazie, des Einsatzgruppen, s'est accaparée disons, le lieu où était la direction de Kiev, la direction politique de la ville de Kiev. Et ils ont plastiqué ce lieu. Alors, il faut comprendre que les communistes plastiquent ce lieu. Et ce lieu va sauter avec toute la hiérarchie donc, de l'armée nazie, et ça va être une affaire considérable, évidemment. Et les nazis disent à ce moment-là que ce sont les juifs qui sont responsables de cela. C'est vrai que dans ceux qui ont fait sauter ces bâtiments, il y avait les communistes, et que parmi ces communistes, il y avait des juifs. Mais c'est pas les juifs qui ont fait sauter ce bâtiment, mais ils sont servis de ça pour prétexte, pour essayer ensuite, pour assassiner systématiquement par balle les juifs. Un par un, ils ont été emmenés donc. Et je voudrais seulement vous lire, parce qu'ensuite, ça a été très compliqué, en 1943, les nazis ont commencé à cacher le crime. Donc ils ont enterré dans le ravin, on ne trouvait plus rien, ils ont enterré dans le ravin tous les corps, etc. Ils se sont arrangés pour qu'on ne puisse plus retrouver. Mais figurez-vous qu'en 1944, fin 1944, début 1945, quand les soviétiques ont repris le terrain, ils ont fait la même chose. Ils ont dit que bon, il fallait tout enterrer, tout passer par pertes et profits, en ce qui concernait ce qui s'était passé à Babillard. Et il a fallu un temps extrêmement long. Alors, on vous a cité le livre d'Alexandre Kouznetsov. J'ai lu ce livre, évidemment, qui est un livre intéressant, qui raconte l'histoire de Babillard, mais il y avait quelque chose avant qui était beaucoup plus important et qui a révolutionné l'Union soviétique, c'est le poème d'Evtushenko. Et le poème d'Evtushenko, je souhaite seulement le lire, si vous m'y autorisez. C'est seulement de feuillet, mais c'est fondamental pour comprendre ce qui s'est passé du point de vue de la structure de la mémoire. On y reviendra dans la discussion. Comment Babillard s'est inscrit dans la mémoire. Evtushenko a eu tous les ennuis du monde pour diffuser ce poème, malgré le fait qu'il a été enfin autorisé par les autorités soviétiques à publier ce poème. C'est mon ami Jean Ravani qui a traduit ce poème, et c'est un poème, Jean Ravani, le petit-fils d'Anna Segers, et c'est quand même extraordinaire que ce poème a commencé à circuler et est aujourd'hui une trace extraordinaire de ce qui s'est passé à Babillard. Babillard. Tout ici hurle en silence. Un ravin abrupt, tel une dalle grossière, l'effroi me prend. J'ai aujourd'hui le même âge que le peuple juif. Il me semble, là, que je suis juif. Me voici errant dans l'ancienne Égypte, là, agonisant sur cette croix, dont jusqu'à ce jour, je porte les stigmates. Il me semble que Dreyfus, c'est moi. Les boutiquiers me dénoncent et me jugent. Je suis emprisonné, pris dans la rafle, poursuivi comme une bête, couvert de crachats, calomnié, et les petites dames en dentelle de Bruxelles glapissent et me plantent leurs ombrelles dans le visage. Il me semble que je suis le gamin de Bialystok et le sang du pogrom ruisselle. Les piliers de bistrot se déchaînent, puant la vodka et l'oignon. Et moi, jeté au sol à coups de botte, sans force, je supplie enfin mes bourreaux et ils s'esclaffent. Cogne les youpins, sauve la Russie. Un épicier viole ma mère. Ô mon peuple russe, je le sais, toi, par essence, tu es international. Mais souvent, des hommes aux mains sales ont fait ton nom pour ton nom pur, le bouclier du crime. Je connais la bonté de ta terre, et quelle bassesse. Sans le moindre frémissement, les antisémites se sont pompeusement baptisés Union du peuple russe. Il me semble que je suis Anne Frank, transparente, comme une brindille d'avril. Et j'aime. Et pas besoin de grands mots. Il faut juste que nous nous regardions en face. On voit, on sent si peu de choses. Le ciel, les feuilles nous sont interdits. Mais nous pouvons beaucoup, tendrement, nous embrasser dans ce réduit obscur. On vient, n'aie crainte.
c'est juste le bourdonnement du printemps qui s'approche. Viens vers moi, offre-moi vite tes lèvres. On brise la porte, mais non, c'est la glace qui cède. Sur Babillard, bruissent des herbes sauvages, les arbres regardent, terrible juge. Tout ici hurle en silence. Et moi, tête nue, je sens lentement mes cheveux grisonnés, et je suis moi-même un immense hurlement silencieux au-dessus de ces 1000 milliers de morts. Je suis chaque vieillard fusillé ici, je suis chaque enfant fusillé ici. Rien en moi n'oubliera jamais cela. Et que l'international résonne quand on aura mis en terre le dernier antisémite de ce monde. Je n'ai pas une goutte de sang juif, mais détesté d'une haine endurcie, je suis juif pour tout antisémite. C'est pourquoi je suis un Russe véritable. Merci Antoine Skir, merci Sergueï, merci Joël. Bonne projection et peut-être à tout à l'heure. Pas sûr, hein.